Chaleur. Chaleur. Près de 3 ans après Pearl Harbor, l'équilibre de la guerre du Pacifique avait complètement changé. Les Américains, autrefois sur la défensive, étaient passés à l'offensive, appliquant leur stratégie de saut d'île en île pour se rapprocher pas à pas du territoire japonais. Le débarquement sur Saipan dans les îles Mariannes fut le point décisif. Si Saipan tombait, le Japon perdrait son bouclier et ces grandes villes se trouveraient pour la première fois à portée de bombardements stratégiques des B-29. Face à ce danger, l'état-major impérial japonais fut contraint de jouer le reste de sa flotte. L'amiral Toyota Soemu lança l'opération Ago, espérant renverser la situation avec un engagement naval décisif dans l'esprit du Kantai Keisen. Le vice-amiral Ozawa Jisaburo engagea 9 porte-avions avec environ 500 avions, soutenus par 5 cuirassés, 13 croiseurs et plus de 30 destroyers, ainsi que près de 300 avions provenant de bases insulaires voisines, dans l'espoir de briser l'avancée américaine. Leur faisant face se trouvait la 5e flotte américaine, sous le commandement de l'amiral Raymond Spruance, avec la Task Force 58, commandée par le vice-amiral Mark Meecher. Les Américains déployèrent 15 porte-avions, avec près de 900 avions protégés par 7 cuirassés rapides, 21 croiseurs et près de 60 destroyers. Avec une force aussi puissante, les États-Unis entrèrent dans la bataille avec une supériorité écrasante. Les deux camps comprenaient clairement que la bataille navale à venir ne déciderait pas seulement du sort des Mariannes, mais déterminerait également le cours de toute la guerre du Pacifique. Et en seulement 2 jours, l'océan serait témoin de la plus grande bataille de porte-avions de l'histoire. Un événement dont les générations futures se souviendraient sous un nom glaçant, le grand tir au pigeon des Mariannes. Aube du 19 juin 1944. Sur le navire amiral Taiyo, le vice-amiral Ozawa Jisaburo scrutait l'horizon, certain que la flotte américaine était cachée quelque part à l'est. À 4h45 du matin, il ordonna aux premiers avions de reconnaissance de décoller. Les Américains lancèrent leurs propres éclaireurs presque simultanément. À 5h50 du matin, un zéro japonais repéra la flotte américaine. Le pilote transmit rapidement les coordonnées, puis plongea pour attaquer un destroyer, pour être abattu par un mur de tir anti-aérien. Ce fut le coup d'ouverture de la bataille. Alertés, les escadrons japonais stationnés à Guam se précipitèrent pour se préparer au décollage, mais le radar américain les avait déjà détectés. Les alarmes retentirent à travers les porte-avions. Du pont de l'USS Belleau-Wood, un vol de F-6F L-4 rugit dans le ciel pour intercepter. À l'aérodrome de Rota, les avions japonais décollaient encore lorsque les L-4 frappèrent. L'affrontement fut bref et brutal. En moins d'1 heure, 35 avions japonais furent détruits, tandis que les Américains ne perdirent qu'un seul L-4. Les survivants furent contraints d'abandonner leur mission et de battre en retraite. La menace de Guam éliminée, les États-Unis pouvaient maintenant se concentrer sur la force principale d'Ozawa. Sur le navire amiral USS Lexington, le vice-amiral Mark Meecher surveillait calmement le radar. À 8h30 du matin, les écrans s'illuminèrent de centaines de contacts approchant de l'ouest. Les groupes d'attaque d'Ozawa étaient en route. 3 vagues distinctes avaient été lancées. 69 avions de la force C, 128 de la force A et 47 de la force B. En moins d'1 heure, le Japon avait envoyé un total de 244 avions vers la flotte américaine. À 10h du matin, le radar américain détecta la première vague à une distance de 240 km. Meecher ordonna immédiatement à tous les L-4 de décoller et rappela les patrouilles près de Guam. Dans la formation japonaise, le pilote Masatoshi Nakagawa menait un groupe de bombardiers en piqué à la recherche des porte-avions ennemis. Lorsque la force se trouva à environ 100 km de sa cible, l'impatience les poussa à faire une pause et à se regrouper. Une erreur fatale. À 10h36 du matin, les L-4 américains fondirent d'en haut. Le ciel explosa. En quelques minutes, 25 avions japonais furent abattus au prix d'un L-4. 16 autres suivirent bientôt. Beaucoup des avions restants larguèrent leurs bombes dans le désespoir pour s'échapper. Une poignée qui réussit à percer fut accueillie par tout le poids du tir anti-aérien naval américain. Des centaines de canons de 5 pouces et de 40 mm ouvrirent le feu. Des obus à fusée de proximité remplissant l'air de frottements mortels. Une bombe s'écrasa sur le pont du cuirassé USS South Dakota, secouant violemment le navire et tuant ou blessant plus de 50 marins. Pourtant, son blindage lourd empêcha le désastre. Les incendies furent rapidement maîtrisés et il resta en formation. Pas un seul avion japonais n'atteignit les porte-avions américains. À la fin de la première vague, sur les 69 avions japonais engagés,
42 avaient été détruits et seulement 27 regagnèrent leur porte-avions. Le ciel se fit brièvement silencieux, mais tout le monde savait que ce n'était que la phase d'ouverture de la bataille de la mer des Philippines. Sur le porte-avions Zuikaku, les équipages japonais préparèrent hâtivement une autre attaque. Ozawa, toujours confiant, décida d'engager le reste de sa force principale. À 9 h du matin, il ordonna le lancement d'une deuxième attaque, cette fois avec 129 avions. Près de midi, à 11h07, le radar américain s'illumina à nouveau, détectant une grande masse d'avions approchant du sud-ouest. Les pilotes américains attendaient déjà, à une distance de 60 000, 97 km au large, avant même qu'ils ne puissent apercevoir la flotte ennemie. La formation japonaise fut accueillie par des Hellcat plongeant avec des attaques féroces. En quelques minutes, environ 70 avions japonais furent abattus avant même d'atteindre les navires américains. Un petit nombre réussit à percer et se divisa en groupes pour mener des attaques dispersées. 6 bombardiers en piqué plongèrent vers les porte-avions du contre-amiral Alfred Montgomery, larguant des bombes près de l'USS Wasp et de l'USS Bunker Hill, déclenchant des incendies et causant plusieurs victimes. Heureusement pour les Américains, les bombes tombèrent près, mais pas directement sur la cible, donc les dégâts furent mineurs. Un autre groupe de bombardiers torpilleurs Nakajima B-6N lança une attaque contre l'USS Enterprise, la cible principale que le Japon espérait couler depuis longtemps. Mais toutes les torpilles manquèrent leur cible. 3 autres bombardiers torpilleurs tentèrent de frapper l'USS Princeton pour être pulvérisés par le tir antiaérien dès leur apparition. À la fin de la deuxième vague, les Japonais avaient subi des pertes catastrophiques. 97 des 129 avions ne revinrent jamais. À midi, le soleil battait sur la mer des Philippines, sa lumière scintillant sur les nappes d'huile à la surface de l'eau. Pourtant, les Japonais persistèrent. À 13 h, Ozawa lança une troisième attaque depuis le nord avec 47 avions, espérant frapper le flanc américain. Mais à 80 km de la flotte, ils tombèrent sur 40 Hellcat. Pris par surprise, la formation se dispersa et s'effondra rapidement. Seulement 7 avions furent abattus, bien moins que dans les vagues précédentes. Mais les survivants abandonnèrent leur mission, larguant leurs bombes dans la mer avant de battre en retraite. 40 avions réussirent à revenir sains et saufs. Un rare coup de chance pour Ozawa ce jour-là. Toujours peu disposé à concéder, Ozawa engagea ses dernières réserves. Entre 11 h et 11h30 du matin, les porte-avions lancèrent une quatrième et dernière attaque avec 84 avions. Le destin, cependant, intervint. Des renseignements erronés avaient donné aux pilotes japonais les mauvaises coordonnées de la flotte américaine. Ils cherchèrent en vain tandis que leur carburant s'épuisait. Incapables de revenir sans accomplir la mission, les commandants ordonnèrent à la formation de se diviser. Un groupe vers Guam, l'autre vers Rota pour se ravitailler. Le retrait fut tout sauf sûr. Le groupe se dirigeant vers Rota tomba par erreur sur la force opérationnelle du contre-amiral Montgomery. Les Hellcat américains s'élevèrent pour intercepter. Dans le bref affrontement, 18 avions japonais furent engagés. Seulement la moitié s'échappa, tandis que 9 furent abattus. Au même moment, 9 bombardiers en piqué japonais tentèrent désespérément d'attaquer le Wasp et le Bunker Hill. Leurs bombes éclaboussèrent tout près, envoyant de l'eau haut sur les ponts, mais ne causèrent aucun dégât réel. Le tir anti-aérien américain en détruisit 8. Un seul s'échappa. À Guam, la situation était encore pire. Alors que les avions japonais restants atterrissaient pour se ravitailler, 27 Hellcat des porte-avions américains déferlèrent. Sans temps pour décoller et riposter, les avions japonais furent massacrés à l'approche et au-dessus de l'aérodrome. En quelques minutes, 30 autres avions furent détruits, et beaucoup de survivants étaient si gravement endommagés qu'ils ne pouvaient plus combattre. Dans l'après-midi du 19 juin 1944, la fumée de la bataille avait commencé à se dissiper, révélant la dévastation à travers la mer des Philippines. En une seule journée de combat, le Japon avait subi des pertes sans précédent. Environ 330 avions détruits, incluant la plupart des avions terrestres des Mariannes et près de la moitié des groupes aériens de porte-avions sous Ozawa. En revanche, les Américains ne perdirent que 23 avions, avec leur flotte pratiquement intacte, hormis quelques victimes à bord du cuirassé South Dakota et des dégâts mineurs sur quelques autres navires. Voyant les avions japonais tomber en masse, un pilote américain remarqua « c'est comme un vieux tir au pigeon ». À partir de ce moment, la bataille acquit son surnom infâme, le grand tir au pigeon des Mariannes. En un jour, l'élite de la puissance aérienne navale du Japon fut presque anéantie. Pourtant, le désastre pour le Japon était loin d'être terminé. Alors que la nuit tombait, des flammes imposantes brûlaient encore à l'horizon,
les derniers souffles de 2 porte-avions japonais. Tandis que de féroces batailles aériennes faisaient rage au-dessus, les sous-marins américains avaient silencieusement frappé en dessous. Tôt ce matin-là, l'USS Albacore avait détecté le navire amiral d'Ozawa, le Taiyo, et s'était approché pour tuer. À 8h15 du matin, alors que le Taiyo lançait des avions pour sa 2e attaque, l'Albacore tira une salve de torpilles. Les vigies sur le Taiyo repérèrent les sillages blancs et crièrent les avertissements. Le porte-avions vira brusquement, tandis que les escortes larguaient des grenades sous-marines. Dans le chaos, un pilote japonais nommé Sakyo Komatsu, qui venait de décoller, vit une torpille arriver et la percuta délibérément, la faisant exploser au prix de sa propre vie. Le Taiyo évita un coup fatal, mais une autre torpille s'écrasa dans son flanc tribord, ouvrant une brèche qui permit au carburant d'aviation d'inonder les compartiments. Le navire chancela, mais grâce à sa conception avancée, réussit à continuer à naviguer pendant plusieurs heures. À midi, la tragédie frappa à nouveau. L'USS Cavalla avait suivi le vétéran porte-avions Shokaku, survivant de Pearl Harbor et de nombreuses batailles majeures. À 11h23 du matin, alors que le Shokaku était occupé à récupérer des avions et à se ravitailler, le Cavalla lâcha une salve de torpilles. Au moins 3 frappèrent au but, déclenchant des explosions massives dans le hangar. Le carburant et les munitions s'enflammèrent, créant une boule de feu qui engloutit la proue. L'ordre d'abandonner le navire fut donné. À 14h08 de l'après-midi, une dernière explosion catastrophique déchira le porte-avions. Le Shokaku se brisa en 2 et coula, emportant 1263 marins et aviateurs avec lui. Environ 570 survivants, dont le capitaine Matsubara Hiroshi, furent secourus par les navires d'escorte. Pendant ce temps, à bord du Taiyo, son équipage travaillait désespérément pour contenir les dégâts, scellant les cloisons étanches et inondant les compartiments de CO2. Pendant des heures, il sembla qu'il pourrait survivre. Mais une erreur critique scella son sort. Un officier de contrôle des avaries, manquant d'expérience, ordonna au système de ventilation de fonctionner à pleine puissance pour évacuer les vapeurs de carburant. Au lieu de cela, il répandit des vapeurs d'essence volatiles dans tout le navire. À 17h32, une étincelle d'un générateur déclencha la catastrophe. Une chaîne d'explosions internes déchira le navire, arrachant les ascenseurs et les ponts. Les flammes jaillirent à des centaines de mètres dans le ciel, alors que le Taiyo, fierté de la flotte japonaise, trembla violemment et glissa sous les vagues. L'amiral Ozawa s'échappa de justesse, transférant son pavillon sur un destroyer. Le porte-avions coula avec 1650 membres de son équipage. En une seule journée, le Japon avait perdu 2 de ses porte-avions les plus importants lors d'attaques de sous-marins. À l'aube du 20 juin, après une nuit de désastre, les restes de la force d'Ozawa battirent en retraite vers l'ouest, espérant s'échapper. Mais les Américains poursuivirent la chasse. L'amiral Spruance ordonna à sa flotte de naviguer à pleine vitesse toute la nuit. Au matin, des dizaines d'avions éclaireurs américains balayèrent l'océan à la recherche de l'ennemi. Sur le porte-avions Zuikaku, le seul survivant de Pearl Harbor encore à flot, Ozawa transféra son pavillon à 13h. C'est alors qu'il apprit enfin toute l'étendue de l'échec de la veille. Toutes les 4 vagues d'attaque avaient été anéanties, et ses groupes aériens de porte-avions étaient réduits à environ 150 avions opérationnels. Ce qu'il ne savait pas, parce que ses subordonnés cachaient la vérité, c'est que presque tous les avions terrestres de Guam et Rota avaient également été détruits. Dans l'ignorance, Ozawa s'accrochait encore à l'idée de monter une autre attaque le 21 juin. À midi le 20 juin, les cieux étaient dégagés, mais les avions éclaireurs américains n'avaient toujours pas localisé l'ennemi. Toute la matinée, et jusqu'au début de l'après-midi, Meacher devint agité alors que rapport après rapport arrivait avec le même message. Aucun contact. Finalement, à 15h40, un éclaireur de l'USS Enterprise repéra la flotte japonaise à l'horizon et renvoya précipitamment un signal vague. Meacher exigea des coordonnées précises et à 16h05, la confirmation arriva. Les Japonais étaient à 275 000 à l'ouest, se déplaçant à 20 nœuds. Le temps filait. Le soleil se coucherait vers 18h30, laissant moins de 2 heures. Un ordre décisif fut donné à travers les porte-avions américains. Lancer tous les avions. C'était un pari dangereux, car l'attaque volerait à l'extrême limite de leur portée et reviendrait presque certainement après la tombée de la nuit. Mais Pachter et ses commandants reconnurent que c'était le moment de porter le coup fatal. Les ponts tremblèrent alors que presque toute la Task Force 58 prenait l'air. 226 avions au total. 95 L4 armés de bombes de 500 livres. 54 bombardiers torpilleurs Avenger et 77 bombardiers en piqué, à la fois Helldiver et Dauntless. Vague après vague grimpa dans le ciel et fila vers l'ouest à la poursuite de la force meurtrie d'Ozawa. Vers 18h,
Alors que la flotte japonaise se ravitaillait, une vigie repéra soudain des formes sombres approchant de l'est. Les sirènes hurlèrent. Ozawa fit décoller en urgence ses 35 derniers chasseurs. Les escortes resserrèrent la formation. Les équipes antiaériennes chargèrent leurs canons. Quelques minutes plus tard, le rugissement des moteurs américains emplit le ciel et l'assaut commença. Le premier escadron américain tomba par hasard sur 3 pétroliers japonais traînant derrière la flotte principale. Le carburant s'épuisant, certains groupes frappèrent immédiatement. Les bombes déchirèrent les pétroliers vulnérables en enflammant 2 et en brisant un autre en 2. Des colonnes de feu illuminèrent l'horizon et Ozawa ne put que regarder avec fureur ses précieux navires de ravitaillement partir en flammes. Puis tout le poids de l'attaque américaine s'abattit sur les porte-avions. Sur le Hiyo, les officiers eurent à peine le temps de crier « Avion ennemi bâbord !» avant que les torpilles ne s'écrasent dans la coque. Les Avengers de l'USS Belleau-Wood avaient glissé à travers l'écran défensif et marqué au moins 2 coups. Le Hiyo trembla violemment, la fumée engloutissant ses ponts. Le feu se propagea trop rapidement pour être contrôlé. En 2 heures, une explosion massive le déchira. Le porte-avions se brisa en 2 et coula, emportant 250 marins avec lui, bien que plus de 1000 furent secourus par les destroyers. Ailleurs, le Zuikaku, le Junyo et le Chiyoda furent également touchés. Une épaisse fumée s'éleva de leurs ponts, bien que la plupart des bombes explosèrent tout près plutôt que sur la cible, leur épargnant la destruction totale. Le cuirassé Haruna fut frappé sur une tourelle principale, tuant et blessant beaucoup. Mais une action rapide pour inonder les soutes empêcha une détonation catastrophique. Après une demi-heure de bombardements incessants, l'attaque s'apaisa. Le Japon avait perdu 3 pétroliers vitaux et le porte-avions Hiyo, tandis que les autres porte-avions étaient endommagés. Les pertes américaines s'élevaient à environ 20 avions. Ozawa se tenait sur la passerelle du Zuikaku, abasourdi alors que la fumée noire s'élevait à travers sa flotte brisée. Le rêve d'une bataille décisive pour renverser la situation s'était effondré. Pour les Américains, la mission n'était pas terminée. Maintenant, leurs aviateurs devaient rentrer dans l'obscurité après avoir volé près de 300 000. À 20h45, les premiers avions de retour apparurent. Atterrir sur des porte-avions la nuit après une si longue sortie était presque impossible. Sur l'USS Hornet, le contre-amiral Joseph Clark ordonna d'allumer les projecteurs pour guider les pilotes. Meacher prit alors la décision audacieuse d'illuminer toute la flotte, les exposant au risque, mais donnant à ses aviateurs une chance d'atterrir. Les projecteurs balayèrent le ciel. Les destroyers tirèrent des fusées éclairantes pour éclairer la mer, et un par un, les avions épuisés descendirent. Certains pilotes à court de carburant s'écrasèrent sur le premier pont qu'ils virent. D'autres amérirent dans l'océan ou sautèrent en parachute. Les opérations de sauvetage se poursuivirent toute la nuit. À l'aube, 80 avions avaient été perdus dans des accidents ou par manque de carburant. Mais 3/4 des équipages aériens survécurent, beaucoup repêchés de la mer. Meacher était profondément conscient du coup. C'était le prix de son pari au coucher du soleil. Cette même nuit, au quartier général de la flotte combinée au Japon, l'amiral Toyota lut les rapports finaux. Le résultat était indéniable. La bataille de la mer des Philippines s'était terminée par un désastre. Il ordonna à Ozawa de se retirer. La flotte américaine poursuivit brièvement, puis s'arrêta, ayant assuré sa victoire et protégé les débarquements de Saipan. Après 2 jours de combat, la mer des Philippines avait été témoin de la plus grande bataille de porte-avions de l'histoire. Le Japon avait lancé 373 avions de porte-avions en 4 vagues. Seulement 130 revinrent, beaucoup perdus plus tard avec leurs navires. Incluant les avions terrestres et les attaques de sous-marins, les pertes totales du Japon se situaient entre 475 et 550 avions. Pratiquement toute son élite aéronavale de porte-avions. Ozawa se retrouva avec à peine 35 avions. En navire, le bilan était tout aussi dévastateur. 3 porte-avions de flotte, le Taiyo, le Shokaku et le Hiyo, et 2 pétroliers détruits. Les porte-avions survivants endommagés. Les Américains, en comparaison, subirent des pertes négligeables. Aucun navire coulé, seul le South Dakota légèrement endommagé, et 123 avions perdus, la plupart dans des accidents nocturnes plutôt que par le feu ennemi. Le résultat ne fut rien de moins qu'une victoire américaine écrasante. La bataille de la mer des Philippines, rappelée avec moquerie comme le grand tir au pigeon des Mariannes, porta un coup mortel à la marine impériale japonaise. En seulement 2 jours, le cœur de la puissance aérienne navale d'élite du Japon fut anéanti, avec des milliers de pilotes et mécaniciens vétérans. Après cette défaite, le Japon ne serait plus jamais capable de rassembler une force de porte-avions assez forte pour défier la marine américaine en bataille ouverte. 4 mois plus tard,
Lors de la bataille décisive du golfe de Leyte, Ozawa commandait encore nominalement la force de porte-avions du Japon. Pourtant, ces porte-avions n'avaient pratiquement plus d'avions. Ils naviguèrent seulement comme leurre, une ruse désespérée et tragique pour attirer la flotte américaine loin du vrai combat. Stratégiquement, la victoire à la mer des Philippines ouvrit la porte aux Alliés pour s'emparer des îles Mariannes. Peu après, Saipan tomba, déchirant une brèche fatale dans la soi-disant ligne de défense absolue du Japon. Depuis les aérodromes des Mariannes, les bombardiers B-29 américains commencèrent à lancer des raids dévastateurs, réduisant les villes japonaises en ruines brûlantes. En tout point, la bataille de la mer des Philippines en 1944 marqua la confirmation de la suprématie navale absolue de l'Amérique dans le Pacifique et annonça le déclin inévitable de la marine impériale japonaise dans la Seconde Guerre mondiale.